Comment une femme peut-elle se taire si longtemps, alors que tout, dans son regard, semblait déjà implorer qu'on l'écoute? Personne n'avait jamais posé cette question à Isabelle Boulay. Personne n'avait imaginé que derrière ces sourires doux, derrière cette voix capable d'apaiser un pays entier, se cachait une vérité qu'elle tentait d'étouffer depuis près de 9 ans. À 53 ans, elle a finalement brisé le silence. Pas dans un livre, pas sur scène, mais dans une confession directe, presque tremblante, où elle a révélé ce que personne n'aurait osé imaginer. Ce silence n'était pas un choix, c'était un refuge, une prison, une manière de survivre à un amour qui la consumait lentement mais sûrement. Pendant des années, elle a tout porté seule. Les absences inexpliquées, les sourires trop lisses, les photos où son regard ne suivait plus son sourire. Les rumeurs, les spéculations, les malaises étouffés dans l'ombre. Elle vivait aux côtés d'un homme de pouvoir dont la présence rassurait le public, mais qui, en coulisses, l'éteignait peu à peu. Aujourd'hui, elle a enfin parlé. Et ce qu'elle a avoué a renversé tout ce que l'on croyait savoir sur leur histoire. Isabelle Boulay n'est pas née pour le tumulte. Elle est née pour la vérité. Dans les vents glacés de la Gaspésie, là où l'horizon semble murmurer les secrets des anciens, la petite fille qu'elle était apprenait déjà que la douceur peut aussi être une force. Dans cette terre rude et magnifique, elle a découvert la musique comme d'autres découvrent une échappatoire. Chanter, pour elle, n'était jamais un jeu. C'était une manière d'exister, de tenir debout dans un monde qui ne pardonne pas la fragilité. Très tôt, sa voix a traversé les frontières. Des petits festivals québécois aux scènes françaises les plus prestigieuses, elle a imposé un timbre unique, vibrant, capable de serrer le cœur en une seule note. Starmania, les tournées, les albums multirécompensés. Le public voyait une étoile, une femme lumineuse, une artiste qui semblait avancer sans jamais trébucher. Mais ceux qui l'observaient de près savaient qu'un autre trait la définissait encore plus que son talent. Sa pudeur, une pudeur farouche, presque sacrée. Isabelle parlait peu d'elle, très peu. Elle fuyait le scandale, les rumeurs, les exposés trop personnels. Sa vie privée était un sanctuaire dont elle gardait fermement la porte. Son silence n'était pas un masque, c'était une protection, un rempart. Pourtant, au fil des années, quelque chose a commencé à changer. C'était pas spectaculaire, pas visible pour tout le monde. Ce n'était que des détails, des nuances. Un sourire moins franc, un regard distrait sur une photo, une absence sans explication lors d'un gala, des interviews plus courtes, plus mesurées, l'impression diffuse que la lumière ne parvenait plus à l'atteindre comme avant. Autour d'elle, le public continuait de l'admirer, ignorant que dans l'ombre, une faille grandissait. Une faille que personne ne voyait, mais que son cœur, lui, ressentait chaque jour un peu plus. Car derrière l'artiste rayonnante, il y avait une femme qui se battait en silence. Et c'est justement dans ce silence que le drame a commencé à prendre forme. Au début, personne n'aurait imaginé ce qui allait suivre. Leur histoire ressemblait à un conte moderne. Une artiste à la sensibilité rare, une femme profondément humaine et un homme de pouvoir, charismatique, respecté, capable de faire trembler une salle entière simplement en entrant. Ensemble, ils formaient un couple fascinant. Elle apportait la douceur, lui la force, deux mondes qui semblaient s'emboîter naturellement. Isabelle croyait avoir trouvé un refuge, un appui, une présence solide, capable de la protéger du vacarme médiatique. Pendant un temps, c'était vrai. Il la conseillait, l'entourait, la rassurait. Il riait, voyageait, construisait un foyer où l'amour paraissait tenir bon face aux tempêtes. Mais très vite, quelque chose d'infime, presque imperceptible, a commencé à glisser. Ce n'étaient pas des cris, ni des disputes violentes, juste des remarques, des silences qui pesaient plus que des mots. Une façon de corriger ses phrases, de lui rappeler ce qu'elle devait dire, ce qu'elle devait éviter, une manière subtile de rétrécir son espace sans jamais lever la voix. Un soir, après un événement officiel, elle rentra plus silencieuse que d'habitude. Il lui avait lancé une phrase sèche, presque anodine, mais qui l'avait transpercée, une critique sur son attitude, sur son image, sur cette spontanéité qui faisait partie d'elle depuis toujours. Ce soir-là, elle comprit que quelque chose se brisait doucement, sans bruit. Peu à peu, Isabelle commença à se surveiller, à peser chacun de ses gestes, de ses mots, à craindre de déplaire, à sourire quand elle voulait respirer, à taire ce qu'elle ressentait vraiment. C'est ainsi que, lentement, la lumière s'est mise à vaciller. Ce n'était encore qu'une fissure, une faille légère, fragile, mais c'est par cette faille que le cauchemar allait entrer. Les premières fissures n'étaient que des murmures. Rien qui puisse alerter le monde extérieur. Rien qui puisse faire la une des journaux. Rien, surtout, qui puisse permettre à Isabelle de mettre un mot sur ce qu'elle ressentait.
car ce qui l'attendait n'avait rien d'un drame spectaculaire. C'était une lente descente, une dérive silencieuse, une érosion invisible de sa liberté intérieure. Leur quotidien avait commencé à changer de manière subtile, trop subtile pour qu'elle puisse immédiatement comprendre. Elle avait d'abord cru à de la fatigue, puis à la pression de la carrière, ensuite à la difficulté de faire cohabiter deux univers aussi différents que le sien, faits de sensibilité et d'art, et celui de son compagnon, façonné par l'autorité, les responsabilités, les codes stricts. Pourtant ce n'était pas la vie professionnelle qui fragilisait leur couple, c'était tout le reste. Ce qui s'installait entre eux n'était pas un conflit ouvert, c'était un climat, une tension qui prenait la forme de petits ajustements qu'elle devait faire au quotidien. La manière de s'habiller, la façon de répondre lors des interviews, les mots à choisir, les attitudes à adopter. Tout cela présenté comme de simples conseils, comme des attentions pour l'aider, pour la protéger, pour la préparer au regard du public. Au début, elle y croyait. Puis elle a commencé à comprendre que ces conseils n'étaient pas neutres. Ils étaient des cadres, des limites, des murs. Isabelle, qui avait bâti toute sa carrière sur la sincérité et la spontanéité, se retrouvait à se demander chaque matin quelle version d'elle-même elle devait présenter. Celle qui plaisait au public, celle qui rassurait son compagnon, celle qui évitait les frictions, celle qui ne faisait pas de bruit. Elle n'était plus une femme libre. Elle devenait une femme qui s'adapte pour survivre. La pression émotionnelle n'était jamais dite. Elle se devinait. Elle flottait dans l'air comme une poussière que seul un rayon de lumière peut révéler. À chaque sortie publique, Isabelle ressentait ce poids, les sourires de façade, les conversations prudentes, les regards qu'elle évitait de croiser trop longtemps. On lui disait qu'elle était magnifique, qu'elle respirait la sérénité, qu'elle semblait si heureuse. Elle, de son côté, sentait ses forces se fragmenter. Une amie proche confiera plus tard que quelque chose clochait. Rien d'évident, juste une impression, une retenue dans la voix d'Isabelle, un rire qui ne montait plus jusqu'aux yeux. Une façon presque imperceptible de se tenir en retrait, même dans les soirées où elle avait toujours brillé. On avait l'impression qu'elle calculait tout, dira cette amie, sauf qu'Isabelle ne calculait rien. Elle se protégeait. Les années passaient, et son silence devenait une seconde peau. Un mécanisme de défense, un bouclier contre les émotions qu'elle n'arrivait plus à exprimer. Car elle avait peur. Pas d'une colère visible, pas d'un geste brusque, mais de quelque chose de plus insidieux, la peur de déplaire, la peur de froisser, la peur de provoquer un conflit qui pourrait détruire l'équilibre fragile dans lequel elle vivait. Elle avait peur que tout s'écroule si elle parlait trop fort. Un soir d'hiver, après une longue journée de tournage, elle rentra épuisée. Son compagnon l'attendait. Il avait vu une de ses interviews. Un détail l'avait dérangé. Une phrase, une intonation. Il lui en parla froidement, sans agressivité, mais avec cette précision tranchante qui transforme un simple reproche en une blessure profonde. Elle n'avait pas été parfaite. Elle n'avait pas été à la hauteur, pas selon lui. Ce soir-là, Isabelle ne répondit rien. Mais quelque chose mourut en elle. Une petite lumière, une étincelle de liberté. Plus les années avançaient, plus cette lumière s'éteignait. Elle se surprenait à chanter sans vraiment ressentir, à sourire sans vraiment vivre, à avancer comme une ombre élégante, parfaitement maquillée, parfaitement aimable, mais intérieurement fragmentée. Ses proches diront plus tard que son regard racontait une histoire que sa bouche refusait de prononcer. Puis il y eut les absences, des événements auxquels elle ne se présenta pas, des concerts annulés, des projets repoussés. Officiellement, c'était la fatigue, le besoin de repos, des priorités familiales. La réalité était plus complexe. Isabelle se retirait, non pas du monde, mais d'elle-même. Elle perdait ce qui avait toujours fait sa force, cette capacité unique à se nourrir de l'émotion pour la transformer en musique. Elle ne se reconnaissait plus. Ce qu'elle vivait n'avait rien de violent, mais tout d'épuisant. C'était une lente dissolution. Parfois, en coulisses, juste avant de monter sur scène, elle avait l'impression d'étouffer, non pas par le trac, mais par cette vie qui n'était plus vraiment la sienne. Elle interprétait des chansons qui parlaient d'amour, de liberté, de vérité. Pourtant, elle-même se taisait, elle chantait pour survivre, et quand elle sortait de scène, le silence la rattrapait. Le couple en apparence tenait bon. En public, tout semblait harmonieux. Mais au fil du temps, la façade commença à montrer des fissures. Isabelle le sentait, lui aussi sans doute. Mais aucun des deux n'osait mettre des mots sur cette évidence. Ils ne marchaient plus dans la même direction. Ils partageaient une maison, mais ils ne partageaient plus un horizon. La tension devint plus lourde, pas bruyante, lourde. L'air même semblait peser. Une amie raconte qu'un jour, lors d'un dîner, Isabelle paraissait absente, comme si elle voulait disparaître. Juste un instant, pour reprendre son souffle. Personne n'avait compris.
Personne n'avait osé lui demander. Elle souriait encore trop bien. C'était son plus grand talent, son plus grand piège aussi. Puis il y eut un tournant, une soirée, un silence trop lourd, un regard trop dur, un mot qui la transperça. Elle ne l'a jamais répété, jamais. Elle dira seulement que ce soir-là, elle a compris qu'elle était allée au bout de ce qu'elle pouvait supporter. Ce fut le déclic. Pas un cri, pas une dispute, juste une prise de conscience radicale. Si elle restait, elle disparaîtrait d'elle-même. Alors elle est partie, une nuit d'hiver, sans éclat, sans violence, sans scandale. Elle a pris quelques affaires, des vêtements, des documents, elle a fermé la porte derrière elle, et elle a laissé cette vie-là. Le divorce fut annoncé peu après, sobrement, sans détail, sans explication. Le public fut stupéfait. Les médias se sont enflammés. Les spéculations ont été nombreuses. Mais elle, fidèle à elle-même, n'a rien dit. Pendant des mois, elle s'est reconstruite dans l'ombre. Elle écrivait, elle composait, elle pleurait parfois, dans le silence d'une chambre québécoise où le vent faisait trembler les vitres. Puis un jour, elle a accepté une interview, une seule. Pas pour faire le buzz, pas pour accuser, pas pour régler des comptes, juste pour respirer. Ce jour-là, elle prononça ces mots. Je me suis tue trop longtemps. Ta, chanji, kuoi ta. Rien qu'une phrase simple, une phrase qui disait tout. Cette révélation bouleversa le public, pas pour le scandale, pour la vérité. On découvrait une Isabelle nue, sincère, fragile mais debout. Une femme qui avait survécu à une relation qui l'avait lentement vidée de sa liberté intérieure. Une femme qui avait décidé de reprendre possession d'elle-même. Et c'est dans cette vérité qu'elle a enfin commencé à renaître. Après la rupture, Isabelle Boulay aurait pu disparaître. Beaucoup l'imaginaient brisée, incapable de revenir sous les projecteurs, fragilisée par ces années de silence. Mais c'est justement dans cette brisure qu'elle a trouvé la force de se reconstruire. Elle est retournée au Québec, là où tout avait commencé, là où sa voix avait trouvé ses premiers échos. Dans ces paysages vastes et silencieux, elle a retrouvé une vérité oubliée, celle d'être simplement elle-même. Les premiers mois furent difficiles. Le corps se repose vite, mais l'âme, elle, met plus longtemps à cicatriser. Isabelle se réveillait parfois avec une lourdeur qu'elle ne comprenait pas encore. D'autres matinées, elle retrouvait une joie fragile, presque timide, mais réelle. Son fils, sa famille, ses racines furent alors son ancre. Il ne lui demandait rien, il ne voulait rien d'autre que sa présence. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus à jouer un rôle. La musique, elle, revint doucement. Pas avec l'ambition des grandes tournées, ni avec l'urgence de performer, mais comme un geste intime, une main posée sur le piano, une mélodie murmurée, une phrase griffonnée sur un carnet. Ces nouvelles chansons étaient différentes, plus dépouillées, plus sincères, moins d'apparat, plus de vérité. On n'y trouvait plus la perfection, on y trouvait la vie. Quand elle remonta sur scène pour la première fois après le divorce, le public ne découvrit pas une diva revenue de l'ombre, mais une femme réconciliée avec elle-même. Elle chantait moins haut, peu, être, mais plus vrai. Ses yeux, autrefois voilés, brillaient d'une lumière nouvelle. Elle n'était plus en représentation, elle était en présence. Elle ne cherchait plus à convaincre. Elle partageait. Cette renaissance ne fut pas un triomphe éclatant, ce fut une victoire intime. Une reconstruction patiente, honnête, ancrée dans la tendresse et la lucidité. Isabelle avait laissé derrière elle une vie qui la consumait. Désormais, elle avançait avec le cœur dégagé, le souffle libre, la voix retrouvée. Elle n'était plus une femme blessée, elle était une femme debout. L'histoire d'Isabelle Boulay n'est pas seulement celle d'un divorce. C'est celle d'une femme qui, pendant 9 ans, a choisi le silence pour préserver ce qu'elle croyait être l'essentiel, avant de comprendre que ce silence la dévorait de l'intérieur. Son aveu tardif n'a rien eu d'un règlement de compte. C'était un acte de vérité, un acte de survie. Une manière de reprendre possession de sa voix, après l'avoir laissé trop longtemps se perdre dans l'ombre d'un amour qui l'avait peu à peu réduite. Son parcours révèle une évidence trop souvent oubliée. Même les voix les plus lumineuses peuvent se briser. Même les artistes qui donnent tant au monde peuvent s'effacer dans leur propre vie. Isabelle avait porté cette douleur en secret, croyant que la discrétion la protégerait. Mais c'est la parole qui l'a enfin libérée. Cette parole simple, sincère, dépouillée de toute prétention, ce qu'elle a vécu résonne avec l'histoire de tant d'autres femmes qui, elles aussi, se sont tues pour préserver une paix illusoire. Isabelle n'a jamais cherché à accuser, ni à blesser. Elle a simplement voulu dire qu'on peut tomber, se perdre et renaître, qu'on peut retrouver sa lumière après une longue nuit. Aujourd'hui, elle ne chante plus pour plaire, elle chante pour vivre, pour respirer, pour se rappeler que la vérité, même douloureuse, est toujours un chemin vers la liberté. Et dans cette liberté retrouvée, Isabelle Boulay avance enfin, avec un cœur clair et une voix pleinement sienne.